Bonsoir. Vol à la portière, cambriolage, mais aussi contrefaçon et trafic de cigarettes. Marseille, comme beaucoup de grandes métropoles, est une ville sous haute tension. Nous y avons suivi le travail des douaniers, des policiers, mais également des magistrats qui luttent contre cette délinquance qui empoisonne la vie des Marseillais. Vous verrez également que la cité phocéenne est en France une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Le cannabis est un business de plus en plus juteux et dans certaines cités sensibles, les dealers empochent jusqu'à 70 000 € par jour. Nous avons filmé pendant plusieurs mois l'enquête des policiers marseillais pour démanteler un réseau international de trafiquants. Les enquêteurs du GVP, le groupe de voie publique, traquent les go-fast, ces bolides ultra rapides qui assurent les livraisons de drogue. Marseille, la deuxième ville de France, avec 1 million d'habitants et ses décors aux allures de carte postale. Mais Marseille, c'est aussi une ville qui détient l'un des taux de criminalité le plus élevé du pays. Une ville au bord de la crise de nerfs, car ici, tous les chiffres de la délinquance sont dans le rouge. Règlement de compte, trafic de stupéfiants, c'est des livraisons à 500 kilos. Vol avec violence, braquage. C'est terrible quand même, ces gens. Rien ne semble pouvoir endiguer l'explosion de la délinquance et de l'économie souterraine. Certains sont perdus, définitivement perdus. Et ça, c'est le signe d'une société qui va mal. Ils peuvent souvent s'attaquer à des personnes donc pour un téléphone portable, un collier. La voiture elle est gavée d'armes. Là c'est du gros calibre. On a trouvé un pain de plastique avec un détonateur planté dedans. Les braquages, ils font le stup, ils font les homicides. Ils sont multicartes. À poil pour les beaux mains, toi. Oh, réveille-toi. Oh, calme, doucement, calme-toi. Vas-y. Pendant 3 mois, nous avons suivi le quotidien des policiers et des magistrats qui tentent de faire respecter la loi dans la cité phocéenne. Nous sommes dans les quartiers nord de Marseille, tôt dans la matinée. On a affaire à un règlement de compte qui s'inscrit dans du banditisme classique qu'on a sur Marseille. S'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous pouvez vous écarter? Allez. Merci. Ici, il y a quelques minutes, un commando de tueurs a mis fin au règne de Roland Gabin, une figure de la pègre locale. Un homme considéré comme l'un des parrains de la ville. Âgé de 46 ans, ce caïd marseillais était fiché au grand banditisme. C'est le 11e règlement de compte depuis le début de l'année. Cette femme, une habitante du quartier, a assisté à l'exécution. Sous le choc, elle est emmenée à l'écart par les policiers. Christophe Barret est procureur à Marseille. Quand il y a un meurtre, c'est lui qui supervise l'enquête. Et les règlements de compte, il connaît. À Marseille, on en dénombre une quinzaine chaque année, souvent liés à des guerres de territoire sur fond de trafic de stupéfiants. C'est quelqu'un qui n'a pas un passé d'honnête citoyen, voilà. Et manifestement, on est sur un règlement de compte, donc quelque chose de très organisé, avec 2 véhicules, 4 hommes qui en descendent, cagoulés, armés, et vraisemblablement une dizaine de coups de feu, avec ce qu'on appelle des gros calibres. À la recherche de la moindre trace, les experts de l'identité judiciaire passent au crible la scène du crime. Dans les affaires criminelles, ces indices sont souvent précieux pour remonter jusqu'aux auteurs de ces tueries. C'est la manifestation de cette concurrence, de cette violence, de cette lutte pour le pouvoir, pour l'argent, pour la maîtrise d'un trafic. Forcément, ça alimente une économie souterraine. Nous sommes à l'Évêché, un lieu mythique, l'équivalent à Marseille du 36 quai des Orfèvres à Paris. Ici, ont défilé les plus grands flics marseillais, mais aussi le gratin du banditisme local. Il est pas allé, il est toujours temps de... Il vient de se lever, hein. Ben, il est toujours temps de se mettre en dispo, là. Franck et Jérôme appartiennent au groupe Voie publique, une unité d'investigation. Depuis plusieurs mois, ils enquêtent sur un gros bonnet de la drogue, un homme qu'ils ont mis sur écoute. Allô, oui. Ah, ça va mon frère, ça va quoi? Et toi? Ça va, je retranscris les appels qui nous intéressent, qui intéressent l'enquête. Savoir quand ils parlent de shit, d'argent, de transactions. Ce matin, les enquêteurs viennent d'obtenir une information capitale. Oui, je vais venir, mais j'ai pas fait pour que tu changes la location. Oh putain, t'entends?
Il a changé la location. L'homme s'apprête à effectuer une importante livraison de drogue. Et pour brouiller les pistes, il doit changer de voiture de location. Donc il va aller rendre la location. Il faut se mettre en place. Anto. Donc il va aller le voir. Appelle Briard. Les enquêteurs décident de se rendre sur place afin d'identifier le nouveau véhicule et continuer la surveillance de ses déplacements. C'est à bord d'un sous-marin, une voiture banalisée permettant de voir sans être vu, que Franck et Jérôme partent observer leur cible. Ça va se jouer sur un mouchoir de poche. Dépêche-toi. Il n'y a pas une minute à perdre. Ils doivent arriver avant le trafiquant pour assister à l'échange des véhicules. Si tu vois qu'il est là, tu traces, hein. Tu laisses le camion. Ouais. Ouais, voilà, ici t'es impeccable. Sur place, les policiers prennent aussitôt position. Ils n'attendront que quelques minutes l'arrivée de l'homme. C'est lui. Vas-y. Vas-y, c'est lui. Mets-toi. Ah mais c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est bon. En survêtement gris, c'est le chef du réseau qui alimente en résine de cannabis plusieurs cités marseillaises. Considéré comme très dangereux par les policiers, il est aussi extrêmement méfiant. Il fait un premier arrêt devant l'agence de location avant de décider de déplacer la voiture. Du sous-marin, les policiers ne peuvent plus l'observer. Putain, il s'est garé là-bas, ce con. Jérôme sort pour aller se poster dans une chambre d'hôtel en face de l'agence de location. Service de police de Marseille. Oui. Est-ce que vous avez une chambre disponible où je puisse surveiller l'extérieur? Bien sûr. Regardez la vue. Ah ouais, là c'est nickel, c'est parfait. Merci, ouais. Le policier vient de trouver une chambre avec vue parfaite sur les malfaiteurs. Allez, regarde-moi, que je te fasse une jolie photo. Regarde-moi. Ah oui, elle est belle celle-là. C'est dans la boîte. Tu l'as vu? Il pourra pas dire qu'il est jamais venu au véhicule. Hein. Voilà, la photo parle d'elle-même. Un peu plus tard, l'homme ressort avec un nouveau véhicule. Ça y est, c'est lui. C'est quoi? C'est une Clio. Hein? C'est une Clio, ça. C'est une Clio. Il faut maintenant relever la plaque d'immatriculation. Il vient vers nous. Attention, ne te mets pas trop près de la fenêtre qui me voit. C'est dans la boîte. Allez, on a fait le job. Nickel. Retour à l'évêché, le lendemain. Avant de continuer leurs investigations, les policiers retranscrivent sur procès-verbal les dernières évolutions de l'enquête. Donc là, on met sur procès-verbal la surveillance d'hier soir, la surveillance quand on va à l'agence de location, quand il va changer la voiture, pour que la juge soit informée des faits. Voilà, donc on fera, à côté de ça, on fera un album photo, puisqu'on l'a filmé, puis on a pris en photo le trafiquant, donc on apportera ces photos au dossier et on représentera le jour où on les aura en garde à vue. Belle journée pour nous. On a des coms hyper intéressants. Patrick dirige le groupe Voix publique. Avec Delphine, il surveille les conversations des trafiquants depuis 1 an. Ils connaissent tout de leurs habitudes. Si j'apprends à les connaître, je vais pouvoir décrypter des choses qu'au départ de l'affaire, je ne vais pas pouvoir décrypter. Parce que bon, ils n'utilisent pas le mot résine de cannabis pour parler du shit. Ils n'utilisent pas... voilà, ils ont un jargon à eux. Et donc les écoutes téléphoniques, à force et l'habitude, ça va me permettre de savoir de quoi ils parlent et surtout préparer ce qu'ils vont faire, quoi. Et justement, ce matin, le chef du réseau négocie auprès de son fournisseur le prix et la qualité du cannabis. Les malfaiteurs ont des codes. Ils parlent de numéro 4 ou de médaille pour différencier les échantillons de cannabis. Au téléphone, le trafiquant met en cause la qualité de la résine de cannabis de son fournisseur pour négocier à la baisse le prix d'achat. Pas te mentir, tu as vu le cadre? Sans te mentir, il avait une odeur de bouse, le machin. Il a bien testé et tout, parce que moi, c'est le seul qui me dit ça. T'es le seul qui me dit ça. Moi, je pense que peut-être que comme il n'a pas les fonds pour acheter à ce prix-là, il essaye ou de faire baisser les prix pour essayer de l'embourbiner. C'est ce qu'il dit avec.
Quand il dit on va essayer de le niquer, c'est peut-être lui qui va essayer de niquer. Là, on voit que c'est une préparation de grosses livraisons, parce qu'il commence à prendre un peu de produit pour le goûter, pour voir. C'est une grosse affaire, ouais. Ça oui, c'est une grosse affaire. Dans une pyramide, on est quasiment au sommet de la pyramide, là, avec les échelons intermédiaires, on arrive à pratiquement tous les livreurs, les fournisseurs, les intermédiaires, ceux qui mettent en relation les fournisseurs. Donc là, on est sur presque au sommet d'une pyramide, quoi. Et là, on parle de combien de kilos? Là, on parle entre 500 et je pense que c'est des livraisons à 500 kilos, quoi. 500 kilos de résine de cannabis. C'est plus d'1 million d'euros à la revente. Les gars, on se réunit? Une livraison de drogue est prévue bientôt. Patrick réunit ses hommes. Viens, on fait un bruit, tu appelles les autres. Pic, tu sais où il est? Les policiers ne sont pas censés travailler ce week-end. Pourtant, ils se rendent tous disponibles. Donc ce week-end, il faut que je mette le groupe en alerte. Qui c'est qui est déjà dispo pour le week-end en entier? On prend tous une radio. Parce que sur la surveillance, il faut que tous qu'on soit en radio. Ouais, quel sera le but normalement? Identifier le livreur. Voiture, si le livreur est là, on essayera de déclencher une surveillance, une filature sur le livreur. D'accord. Hein? Toute la nuit, Patrick et ses hommes vont épier les conversations des voyous dans l'attente du top départ. Marseille, il est 9 h du matin et le dealer vient de jouer un mauvais tour aux policiers. À la dernière minute, il a donné rendez-vous à son fournisseur à plus de 50 km de Marseille. Allez, putain, bouge-toi, quoi. Ils radent pas dans les rétros, les gens, quoi. Obligé de les pousser, quoi. Pour Jérôme et ses collègues, une course contre la montre vient de s'engager. À plus de 160 km/h, les policiers tentent de rallier le lieu du rendez-vous pour assister à l'échange de la marchandise et identifier le livreur. Et là, on verra ce qu'on fait, si on tape ou si on laisse faire et qu'on va dur de les rattraper. La 180, si vous la 130. Moi, j'ai bien de l'avance pour éviter les contrôles et éviter de se faire arrêter sur l'autoroute. Ils essaient de respecter la limitation de vitesse pour éviter d'attirer l'attention. Et donc, ils ont pris de là, cette fois-ci, ils ont pris des petits véhicules justement pour éviter de se faire repérer. Là, c'est tendu. Effectivement, il est trop tard. Sur place, les policiers constatent qu'ils ont raté les malfaiteurs. L'opération est annulée. Pourtant, à l'évêché, on ne perd pas espoir. Si maintenant on a une livraison qui se fait dans la journée, il faut qu'on soit prêt. Et donc il faut qu'on accélère à tous les niveaux. Parce que souvent dans ces affaires, le problème c'est qu'on est en retard sur eux. Donc on arrive après coup. Et donc, tandis que là, on peut être en avance. Donc en étant là, ça nous permettrait de leur passer devant et de pouvoir les interpeller au moment de la grosse livraison. C'est pour ça qu'on est plus excité maintenant, parce qu'on essaie d'arriver plus vite. Pour Patrick et ses hommes, l'enquête est loin d'être terminée. Si on ne tape un et on ne tape pas l'autre, on risque de perdre tout le monde. Les trafiquants vont encore leur donner du fil à retordre. Ouais, les gars, attentifs, ils ont repéré les plaques d'immatriculation des véhicules. Et vous verrez que l'obstination des policiers va finir par payer. La voiture, elle est gavée d'armes. Là, c'est du gros calibre. La lutte contre la délinquance et l'économie souterraine, ce n'est pas qu'une affaire d'investigation de longue haleine. Non, on y va, on n'a pas le temps, C'est aussi la mission quotidienne des policiers de terrain qui quadrillent les rues de Marseille. Dès que vous êtes en place, on rentre. Nous voici à présent avec une équipe de la BAC, la brigade anticriminalité. Lui, c'est Didier. Et avec ses hommes, ce soir, il prépare une opération anti-stup dans la cité la plus dangereuse des quartiers sud de Marseille. Une brigade de fonctionnaires en uniforme a été appelée en renfort pour faire diversion. Bon, là, il y a les guerriers. Il y a les guerriers, là. On va essayer d'attaquer Herbel. Ouais, faut lâcher le camion. Objectif, arrêter un dealer de cannabis, un charbonneur dans le jargon policier. Il sévit au cœur de la cité d'Herbel. C'est une intervention complexe et à haut risque. On aimerait que vous alliez contrôler les mecs d'Herbel. Tiens, la pharmacie. Ouais. Tu te mets le long de la pharmacie, là. Ouais. Vous montez, là. Et voilà, vous restez là. Hein, ça va crier, de toute façon. Hein. Dès qu'ils vont vous arriver, ça va crier, ils vont partir. Et vous restez là, vous faites un petit contrôle, un point de fixation pour attirer l'attention. Ça se carapate direct. Oui, ben ça se carapate. Vous contrôlez les 2-3 cons qui restent au milieu, là. Voilà, c'est histoire de... Pendant ce temps-là, les collègues font le tour par derrière. Seb et José, ils vont monter dans les coursives. Après, on s'en va, vous en allez, et après on les attaque. Si jamais on est levé d'entrée au deuxième, ouais. On tapera de suite, on descendra. On tape de suite, voilà, allez, on tente le coup. La clé de la réussite, ne pas se faire repérer.
Dans cette cité, la vente de la drogue est bien rodée. Les choufs, des guetteurs chargés de prévenir en cas de descente de police, sont partout. Ah, ils sont organisés, ils sont organisés. Le problème, c'est qu'il y a même des personnes qui ne sont pas payées pour le faire, pour annoncer notre arrivée, qui le font. Donc, ouais, sûr. Il y a beaucoup de complices là. Beaucoup de gens qui vivent de tout ça. C'est le sport national d'annoncer l'arrivée de la police. Combien il touche un gars pour crier la journée? 50. 50 € pour crier, c'est bien. C'est une école. Ouais, 14 ans, 50 € par jour, c'est bien. Les équipes sont en place. Didier attend le signal pour intervenir. On arrive. Ah, Christophe, on rentre, hein? Les policiers viennent tout juste de rentrer dans la cité et les guetteurs avertissent déjà leurs complices de l'arrivée de la police. Ça crie. Les policiers doivent faire vite, très vite. Dans les coursives de l'immeuble, les hommes de la BAC se trouvent nez à nez avec le vendeur. Un jeune homme qu'ils connaissent bien. Chaque jour, il écoule une centaine de barrettes de hashish. Seulement voilà, les policiers ne trouvent rien sur lui. Prévenu à temps par les guetteurs, il s'est débarrassé de la drogue. Il tente de justifier sa présence dans l'escalier, tant bien que mal. Et ça fait comment ton cousin? Mais ton cousin, c'est un fantôme, parce que tous les appartements là, ils sont vides. Ah, tu sais où il habite ton cousin ou tu sais pas où il habite? Oui, je sais où il habite. Qu'est-ce que tu fais là? Il était déjà sur les charbons. On était en bas. Ah, il est parti et tu cherches. Didier et ses hommes fouillent les coursives de l'immeuble. Ils en sont persuadés, la drogue se trouve derrière l'une de ces portes. Mais impossible de savoir laquelle. Les hommes de la BAC décident d'abandonner les recherches. Ils reviendront plus tard, dans la nuit. À l'heure de la fermeture des bars, les policiers sont appelés pour un vol à l'arraché. Une femme s'est fait agresser dans le centre de Marseille. 2 jeunes en scooter lui ont dérobé le contenu de son sac à main. Comment ils étaient ces jeunes? C'est des petits jeunes. Ils sont partis vers où? Ils sont partis, pas cette ruelle non plus. Ils ont pris mes chaussures et ils m'ont arraché mon sac. Vous étiez où avant? C'est parce que je sais pas. Visiblement ivre, elle a du mal à expliquer ce qui s'est passé. À tout prix, merde. À tout prix. Madame, est-ce que vous avez quelqu'un à appeler? Vous pouvez me chercher? J'ai même pas de numéro en tête. Tiens, mettez-vous sur le trottoir, venez. J'ai pas de numéro en tête. Mettez-vous sur le trottoir, il y a une voiture qui arrive. J'ai pas de numéro en tête, j'ai rien, j'ai plus rien. Pendant ce temps, des collègues essaient à tout hasard de retrouver ses affaires dérobées. On a essayé de trouver vos chaussures. Non, je ne sais pas. Madame, vous écoutez ou quoi? Madame, vous écoutez ou quoi? Nous, pour vous aider, il faut qu'on trouve un numéro de téléphone. Quelqu'un puisse venir rechercher, vous comprenez? Vous comprenez ou pas? Donc, réfléchissez, vous nous donnez le numéro de téléphone. J'ai pas de numéro en tête. Allez, calmez-vous, madame. Comment vous voulez que je me calme? Et on m'a volé ma carte bleue, comment je vais là? Madame, d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes rigolé. Il a tout trouvé, les cartes bleues, le téléphone. Voilà, il y avait tout là. Elle s'est pas fait arracher. Je crois que... Madame, regardez. Regardez. Madame, regardez. Votre carte bleue, votre téléphone, il est allumé. Mais comment ça se fait? Ben, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous a téléphoné, Esther. Esther, Je oui. sais pas si vous avez un petit peu trop bu. Rappelez-la, rappelez-la. Attendez. Pourquoi appelez Esther qu'elle vient de vous chercher? On va le torcher. Cette fois, il n'y a pas eu d'arrachage. En état d'ébriété, la femme a probablement dû renverser son sac, une cinquantaine de mètres plus loin. Retour à l'évêché avec Patrick et ses hommes. Les trafiquants de drogue viennent de quitter le sud de l'Espagne. Les policiers ne veulent pas laisser passer l'occasion d'intercepter le convoi. Bon, quand même 5 kilos, tu ne mets pas n'importe où non plus quand même. Hein. Ouais, tu allé chercher le produit. Il va se donner rendez-vous là dans la nuit, tu vas voir, il va recevoir un appel. Autour de Patrick, une vingtaine de personnes est mobilisée. Les voyous sont armés et dangereux cette nuit. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Avec Jérôme, nous rejoignons la frontière espagnole. Ça fait des mois qu'on est sur eux, qu'on les surveille. Donc
Ils ont déjà fait beaucoup de voyages et celui-ci est... On a attendu pas mal de fois, celui-ci est bon pour nous parce que bon, on sait qu'ils sont chargés, donc on va se répartir sur plusieurs aires de repos, sur l'autoroute. Et voilà, donc filature et dès qu'on peut, on les interpelle. Dans la voiture, la tension est palpable. Intercepter un convoi de drogue, c'est une opération extrêmement périlleuse. Et pour Jérôme, c'est une première. C'est pas qu'on est excité, mais voilà, c'est un stress positif et on est professionnel jusqu'au bout. Hein. Les trafiquants de drogue, c'est des individus qui sont très connus de nos services, qui sont éventuellement armés, on sait qu'ils ont des armes, puisque l'un d'eux est recherché pour un règlement de compte. C'est une interpellation qui n'est pas évidente, c'est forcément dangereux. Sur cette aire d'autoroute, les trafiquants ont leurs habitudes. Sitôt passé la frontière, c'est ici qu'ils s'arrêtent régulièrement pour faire une pause. C'est l'endroit où le groupe Voie Publique espère les interpeller. Tu vas te positionner comment? Ouais, je vais me mettre sur un parking, normalement, régulièrement stationné, puis on va attendre que tous les autres véhicules arrivent, puis on va faire le point, et puis on va peut-être commencer la filature d'ici, ou voire même peut-être interpeller les individus s'ils se posent. Aussitôt arrivés, les policiers s'équipent, prêts à intervenir. Mais il y a un problème. Là, il ne faut pas qu'il nous arrive en pleine bouche, parce que s'il nous arrive, là, on est détronchés, je vous le dis. Le système de géolocalisation des téléphones portables vient de tomber en panne. Pour les policiers, il est désormais impossible de connaître la position exacte du convoi chargé de drogue. Anto, je vais voir si on peut mettre un chouf là-haut sur l'autoroute. Patrick décide de placer un guetteur au bord de l'autoroute. On va aller se positionner là-bas avec les collègues de la PJ. Lui, il commence à regarder, au bout de 10 minutes, on ira le relever, et ainsi de suite, parce qu'on va avoir les yeux comme un des gobies, on les voit passer, mais c'est très compliqué, quoi. Et c'est notre seule solution. Il fait nuit noire, et repérer le véhicule du chef du réseau devient mission quasi impossible. Rien n'est simple, tout se complique, en fait. On n'a jamais cette chance qui fait que... Oh, le petit truc qui nous fait qu'on réussit, quoi. Mais c'est jamais simple, donc ils nous donnent tous plus ou moins du mal. Eux, ils sont quand même assez performants, on va dire. Dans ce genre-là, ils sont quand même assez performants. Alors que Patrick s'apprête à relayer son collègue au bord de l'autoroute, allez, la voiture surgit. C'est une Clio. Une Clio MBE qui va être passée, ouais. On part. Ouais, sur l'autoroute, on part. À notre niveau, à nous. On est passé. On annonce sur les zones, mais tu n'écoutes pas parce qu'il annonce sur les zones, là. Ils viennent de l'annoncer. On va essayer de la rattraper. Hein, on va voir si c'est celle-là. Ça marche. Rapidement, Patrick rattrape la voiture suspecte, celle du chef du réseau. Ouais, repérée, la voiture est repérée. On vient de la dépasser, elle est repérée. La Clio est repérée. Elle arrive derrière, elle est derrière nous. Vous pouvez enclencher derrière pour un véhicule pour essayer de le récupérer. Elle est au point kilométrique 23N. 23N. Elle roule doucement. Vous avez tenté de l'intercepter? Non, c'est la voiture ouvreuse. En tête du convoi, la voiture ouvreuse a pour mission d'alerter le véhicule porteur de la drogue d'une éventuelle présence policière sur le trajet. C'est cette voiture porteuse qui intéresse les policiers. Alain, Patrick, est-ce que quelqu'un reste sur le site quand même? Parce que la voiture porteuse peut se trouver derrière et va peut-être passer. Sans système de géolocalisation, les policiers sont obligés de prendre des risques en restant très près du véhicule pour ne pas le perdre de vue. Priorité à Patrick, là, je voudrais du monde avec nous parce qu'il roule à 90 km/h, il ralentit systématiquement. On va finir par se faire détrocher si on reste tout seul. On est devant la Clio, devant la Clio, on observe, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, si c'est toi avec la Mondeo 84, tu vas lui tomber dessus, tu arrives trop vite sur lui. Hein. Mais soudain, tout s'effondre. Les policiers viennent de capter une communication des malfaiteurs. Ils sont repérés. Ouais, les gars, attentifs, ils ont repéré, ils viennent d'appeler un mec pour les plaques d'immatriculation des véhicules. Ils demandent si c'est des véhicules de brigade. Donc à mon avis, il nous a repérés. Hein. C'est avec les véhicules, la vitesse à laquelle ils roulent, c'est un peu normal. Hein. À Marseille, les caïds de la drogue connaissent l'immatriculation de la plupart des véhicules de police. C'est le b.a.-ba du métier. Et ici, les sorties, on est bon, hein, on n'en sait rien. Hein. Patrick décide de cesser la poursuite.
Par expérience, il sait que la voiture chargée de drogue est déjà prévenue et doit certainement avoir déjà quitté l'autoroute. C'est la chance qui leur sourit, hein. Parce que là, si on n'avait pas été abandonné par la technique, on n'aurait pas été obligé de prendre des risques. Ces risques se retournent contre nous, quoi. Et puis c'est le métier, parce que ça fait partie de notre quotidien, hein. Si on réussissait à tous les coups, c'était une chance exacte. Ce n'est pas le cas, donc. Peut-être même avant, dès que la possibilité va nous être donnée, on va recommencer. Et c'est notre lot quotidien, qu'est-ce que malheureusement. Réunion de crise à l'évêché. Les policiers n'ont plus aucune nouvelle des trafiquants. Se sachant repérés, ils se font discrets. Il y a urgence, il faut les arrêter avant qu'ils ne disparaissent définitivement. C'est à leur domicile que les policiers vont les interpeller demain matin à la première heure. Je présente rapidement l'affaire, on évoque après le dispo pour demain matin. Lui, c'est le commissaire de Freitas, une figure de l'évêché. Il supervise le dispositif et assigne à chaque équipe sa mission. À l'ordre du jour, l'arrestation de 14 trafiquants de haut vol. Demain, on a quasiment une centaine de fonctionnaires dehors. On a mis en évidence l'existence du trafic et la responsabilisation d'un certain nombre de personnes en trafic. Et à un moment donné, il faut bien y mettre un terme. Bon, allez, on va nous préparer. Là, on fera ça. Parfait. Il est 5 h du matin. Une à une, les équipes se préparent pour l'opération. Mais encore une fois, un imprévu remet tout en cause. Le chef du réseau a quitté son domicile en pleine nuit. Le problème, c'est que si on est sûr qu'il est à l'hôtel, on va, on trouve l'hôtel, on sait où il est. Et s'il est chez une pouffe, on est mal. Si on en tape un et on ne tape pas l'autre, on risque de perdre tout le monde. Ben, le grain de sable, c'est que... Et ses collègues ne sont pas au point où on pensait qu'ils seraient. Et ça bascule tous les effectifs, ça chamboule tout. Mais avec la partie inconnue, est-ce qu'on va arriver à retrouver là où ils sont? Le coup de filet est finalement maintenu. Une équipe part immédiatement localiser le nouveau point de chute du chef du réseau. Patrick, de son côté, se rend dans une résidence du centre-ville de Marseille. Là, tu prends à gauche, là, juste tout de suite, et c'est le premier box à gauche. Son objectif, la perquisition du lieu de stockage supposé de la drogue. Dès l'ouverture, première surprise. Les policiers découvrent une puissante voiture de sport, sans plaque d'immatriculation et récemment volée. C'est une surprise, oui. Parce qu'on pensait qu'ils s'en étaient déjà débarrassés. Mais non, ils l'ont gardé. Ils sont conservateurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Du matos de stup ou... 3, 4, 5, 6, 7... Dans ces sacs, plus d'une vingtaine de kilos de résine de cannabis d'une valeur de 40 000 €. Et c'est loin d'être fini. La voiture, elle est gavée d'armes. Ils découvrent un véritable arsenal de guerre. Kalachnikov, pistolet mitrailleur, fusil à pompe, munitions. Là, c'est du gros calibre. Les policiers mettent à jour l'attirail complet des nouveaux mercenaires de la drogue. Ces caïds des cités marseillaises règnent désormais sur le trafic de stupéfiants. Tout ça, ça fait partie d'une tenue de combat, quoi. Il est noir, regarde. Tout est noir. Ils sont jeunes, armés et prêts à tuer pour imposer leur loi. Ouais, chef, c'est moi. On vient d'appeler les artificiers parce qu'on a trouvé un pain de plastique avec un détonateur planté dedans dans les affaires qu'on a récupérées. Je sais pas, on dirait des trucs électriques comme un militaire. Pour les artificiers, désactiver un tel engin est une opération périlleuse. Ce qui est sûr, c'est que ces deux doigts être collés, de double face derrière. Les spécialistes viennent de désamorcer l'explosif. Le danger est écarté. C'est des armes liées au trafic de stupéfiants, de shit. De cannabis, résine de cannabis qui font qu'ils se tirent dessus dans les cités. Profit rapide. Et l'explosif? L'explosif, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est comme si on multicarte dans les quartiers maintenant, ils font un peu tout, quoi. Braquage, les braquages, ils font le stup, ils font les homicides. Ils sont multicartes, hein. C'est difficile maintenant d'avoir une spécialisation dans la délinquance, hein. Surtout des quartiers. Ils se lèvent le matin pour choisir ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Bon allez, on va continuer. Le démantèlement du réseau est un succès total. Tous les individus ont été arrêtés. Et surtout lui, le chef du réseau, observé quelques jours plus tôt devant l'agence de location de véhicules. Jérôme l'a localisé dans un hôtel près de Marseille.
L'opération d'aujourd'hui marque la fin de son ascension criminelle. Détention non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans. Là, au départ, c'était local, te concernant, c'est national et international. Voilà. Ok ? Voilà. Il aura fallu plus d'1 an d'enquête pour démanteler ce réseau de trafic de stupéfiants et faire tomber ces nouveaux caïds marseillais de la drogue. Et bien, on va faire le point, on va taper tous les procès-verbaux pour faire son interpellation, sa garde à vue, et puis il ira voir gentiment son avocat. Bon, tu nous as fait galérer quand même un peu, je dis pas que ça a été facile, hein. Tu nous as fait galérer quand même, hein. Parce que bon, on a un peu marre de te courir après, hein, parce que nous aussi on a une vie, hein. Le week-end on a mis les passes à la maison, le soir, hein, à un moment donné, je me suis fait de courir, avec la souris ça va un peu. Pendant 4 jours, la durée légale de la garde à vue en matière de stupéfiants, le trafiquant va être interrogé par Delphine. Moi personnellement, franchement, je vais être correct et direct. La vérité, j'ai rien à dire. Moi, ça me va. Je sais, j'ai pas attendu tes auditions Ouais, pour... sais, là, franchement, ce coup-là... Vous avez tout ce que vous avez, ouais, je sais, vous avez... On est blindés, là. Bon, allez, on se revoit plus tard. On va les mettre à l'ombre pour un moment, mais j'ai pas besoin de leurs aveux pour les mettre à l'ombre, là. Je sais que j'ai tout dans la boîte. C'est une belle affaire. Ouais. C'est l'affaire... ça va être une des affaires de ma carrière, je pense. Là, ça fait 1 an et demi. J'attends de les faire avec impatience. Dans l'attente de son audition, l'individu est conduit dans les cellules de l'évêché. Ouais, tu es tranquille en bas, faut pas le bordel. Hein? Tu es pas minot de toute façon, hein. Pas te le dire. Il encourt une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Retour à Herbel avec les hommes de la BAC, la brigade anticriminalité. Il est 2 h du matin. Les policiers comptent sur l'effet de surprise pour interpeller le revendeur de drogue. Peine perdue. Devant eux, en bleu sur ce scooter, un guetteur les a déjà repérés. Sa mère, on pourra jamais l'avoir avec ça. L'homme file donner l'alarme pour prévenir le dealer de la présence de la BAC dans la cité. Les policiers décident aussitôt de couper la retraite au dealer. Ils connaissent l'appartement où il se réfugie. Sur cette coursive, au premier étage, l'individu qui court, c'est le dealer. Le policier à ses trousses arrive trop tard. C'est la police. J'ouvre un derrière votre volet. Hein. Il a eu le temps de rentrer. Ouais. Ouvrez votre porte, sinon il y a quelqu'un qui va venir la défoncer. Hein. Donc il est dedans, et vu l'heure, on ne peut rien faire. En dehors des heures légales de perquisition, les policiers ne peuvent pas pénétrer dans un domicile. Soudain, des projectiles sont jetés sur les policiers. L'environnement devient de plus en plus dangereux. Les hommes de la BAC décident de partir. Pas le pavé dans la tronche, tu vas bien. Ça a jeté, ils ont jeté les pavés. Ils ont jeté les pierres? Des pavés, ouais. Non. Eh oui, mais là où on était, de l'autre côté. On l'a vu passer. Ah ouais? On a vu, c'est pour ça que je dis monte. Pour la police, il est de plus en plus difficile de pénétrer à Herbel, comme dans bon nombre de quartiers de Marseille. Dans certaines cités, véritables supermarchés de la drogue, ce sont désormais les dealers qui imposent leurs lois. AVC, c'est l'immatriculation de la voiture. Quelques minutes plus tard, c'est dans un autre quartier que les hommes de la BAC sont appelés. Un rodéo est en cours. 2 jeunes dans une voiture noire multiplient les passages en trombe au bas de la cité de la Cravache. Sourire sur la gauche. Ils tournent avec. Ah ouais, ils font le rallye avec. Avance, elle est à la gauche là. Elle est à la gauche là. Bloque là. Hop, bouge pas. Bouge pas. Les mains sur le capot. Ouais, monsieur, attendez, je suis handicapé. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis handicapé, monsieur. Ah, qu'est-ce que tu fais là? On a garé la voiture à mon collègue là, il nous a dit de le garer. Sors. Éteins-moi ça. Voilà. Tu es handicapé, assis-toi là. Ouais, je suis handicapé. Assis-toi. Assis-toi. Tu n'as rien sur toi? Non, j'ai rien. Affolé à la vue des policiers, le conducteur a embouti la voiture dans un mur. Elle est sérieusement endommagée.
Et le jeune, à peine majeur, n'a pas le permis. Elle était garée là-bas, je voulais la garer là et voilà. j'ai tapé. Voilà, il a tapé. Tu n'arrêtes pas de faire des tours, on le sait. On nous a appelés jeunes. Non, non, ça fait un moment que tu fais le con dans la résidence, c'est ça? Ah, voilà. Pourquoi tu le dis pas? Le mec, il n'a pas le permis, il vient de fracasser sa voiture dans un truc. Enfin, la voiture de quelqu'un d'autre, tu sais, d'un collègue de la cité, là. Le propriétaire du véhicule est injoignable. Visiblement, il prête sa voiture aux jeunes du quartier qui se l'échangent et s'amusent avec. Allez, retourne avec tes collègues là-bas. Ça va, c'est bon. En fouillant la voiture, un policier découvre quelques grammes de cannabis sous une trappe du coffre. Le conducteur est emmené au commissariat pour défaut de permis et détention de drogue. Là, c'est du shit qu'on a trouvé dans la voiture, quelques barrettes. Évidemment, le jeune joue l'étonné. Il nie être le propriétaire des barrettes de shit. C'est pas à moi, ça. Je savais même pas qu'il y avait ça, je vous le jure. Mais comment on fait maintenant? Pas pareil là. Eh ouais, mais qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça que ton propriétaire il est pas venu depuis tout à l'heure, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans la voiture, lui. Il y a combien de degrés? 12. Sérieux? C'est une go fast. Les policiers s'amusent de la situation. Tranche de vie habituelle dans un commissariat de Marseille. Combien on touche la cravache? Hein? Ah, je sais pas, moi, je suis pas dans ça, rien. Ah, c'est pas mon boulot, moi. C'est quoi ton boulot? C'est quoi ton boulot? Mon boulot, c'est dormir, hein. Tu nous régales. Finalement, le jeune sortira quelques heures plus tard. Il sera convoqué par la justice dans quelques mois. Audrey Joanneton, procureure au tribunal, voit défiler chaque jour dans son bureau des jeunes de cité. Elle ne cache pas son inquiétude face à l'augmentation de cette délinquance. Il y a une véritable organisation mafieuse dans certaines cités de Marseille. Et c'est vrai que le constat est tel d'une espèce de génération dont je ne dirais pas qu'elle est perdue parce que ça va à l'encontre de mon éthique de magistrat. Mais c'est vrai que on se dit parfois que certains sont perdus, définitivement perdus. Et ça, c'est le signe d'une société qui va mal. Impuissance, découragement, des sentiments que partagent les policiers et les magistrats à Marseille. Ils s'inquiètent de l'omniprésence de la drogue dans les cités et de la violence que le trafic engendre. Nous retrouvons Jérôme et Delphine du groupe Voix Publique. Il est 6 h et ce matin, ils vont interpeller les auteurs d'un vol à la portière qui a eu lieu il y a quelques mois. En fait, ils ont commis un vol à la portière ici même, hein, dans ce quartier-là, sur une personne qui était tranquillement au feu, arrêtée. Et nous, il se trouve qu'à ce moment-là, on était en surveillance et on était en train de filmer justement les mêmes personnes pour d'autres faits, hein, une autre enquête. Sur cette vidéo, filmée par la police, on voit 2 jeunes en pleine action. Oh, il a arraché. Il a arraché le sac. En rouge, en train de courir, l'auteur du vol. Il vient de dérober le sac d'une automobiliste. Un sac posé sur le siège passager. Après enquête, les policiers ont identifié les voleurs. Ils vont maintenant les interpeller chez eux, dans les quartiers nord. Madame... C'est la police. Oui, la police. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ton nom? Il n'y a rien de grave. La police. Donnez-moi. Bouge pas, c'est quoi ton nom? Non, mais laissez-le. Menotte-le s'il faut. Je commence pas. C'est ton petit frère, Ziad? Demande-lui qu'il se calme tout de suite. Ça m'a... ouais, c'est passé. Te menotte sinon. C'est pas des mœurs, ça. C'est des mœurs. Non, c'est rien à voir. Une autre affaire. Lui, c'est le complice du vol. Il est déjà connu des services de police pour vente de drogue et vol à l'arraché. Les enquêteurs veulent mettre la main sur la veste qu'il portait lors de l'agression. Elles sont où tes affaires? Je jure que c'est ici. Ces vestes, elles sont où par hasard? Je jure que c'est ici. Il n'y a pas de veste, il n'y a rien. Il n'y a pas de veste. Avant de partir, les policiers contrôlent son véhicule. Et où? Il est en bas, monsieur. C'est quoi, c'est Guillaume, non? Oui. Et surprise, dans le coffre, ils y découvrent un stock de cuivre, certainement dérobé sur un chantier destiné à être revendu sous le manteau. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans le bureau de... Hier, je l'ai récupéré. Tu l'as récupéré où? À mon campagne. Vous demandez à mon patron, c'est tout. Et si demande vous dites non, vous mettez rôle de cure avec.
Mais les policiers ne s'attardent pas trop. Dans cette cité, ils ne sont pas les bienvenus. Malgré l'heure matinale, la situation peut déraper à tout moment. Là, à droite. Là, ben, on l'emmène à l'évêché, il va être passé en garde à vue. On va le remettre en cellule, on va aller chercher son complice. Aujourd'hui, ils font du stup, demain ils arrachent le sac, après-demain, ils font un cambriolage, dans un mois, ils font un braquage. C'est la délinquance d'aujourd'hui, quoi. Et que, ils n'ont plus de spécialité, et ils font tout et n'importe quoi. Et c'est les opportunistes, c'est l'occasion qui fait que dès qu'ils ont un bon plan, ils le font. Et donc là, en l'occurrence, ils vendaient du stup. Et d'un coup, une voiture qui les intéresse, un sac sur le siège avant, on ouvre la portière, on arrache le sac. Voilà. Manque de peau, on était là. Reste à interpeller l'auteur principal du vol. Une interpellation qui, vous allez le voir, va s'avérer mouvementée. Ouais, c'est la police, monsieur. Réveille-toi. Réveille-toi. Oh, réveille-toi. Oh, réveille-toi. Visiblement, l'homme est ivre. Les policiers ont du mal à le réveiller. Donne-toi-moi, voilà. Oh non! Y'a que ça pour te réveiller, c'est ça? Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. C'est la police. Bouge pas. Pourquoi tu te réveilles pas? Tant bien que mal, ils parviennent à le menotter. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il est pas bien, non? Ça va? Il n'y a pas de souci. Ah ben là, il s'est réveillé, ça y est, là, il est réveillé. On va faire une perquisition ici. On va t'emmener, tu vas aller en garde à vue. Tu as droit à un avocat, à un médecin. Mais pourquoi? Pour une histoire de vol à la portière. Moi j'en veux plusieurs des avocats. Ah oui. Ah oui. On freine dessous, si tu veux. Tu travailles? Ouais, je travaille, vous inquiétez pas. Non, je suis pas inquiet. Moi je parle pas avec vous. Je suis pas inquiet. Les enquêteurs sont à la recherche d'indices pouvant le confondre. Y'a rien. Il faut les scapes de main. Ils perquisitionnent l'appartement. Non de rien. Non. Rien de rien. Eh ben, y'a vraiment rien. Ils veulent connaître l'origine de ses revenus. Voilà, si je cherche un plus, s'il travaille. J'ai déjà travaillé dans ma vie. C'est pas ça, je te demande si tu travailles en ce moment. En ce moment, je travaille pas. J'ai déjà travaillé dans ma vie. C'est tout. Enfin, tu me réponds. Difficile d'avoir des réponses aux questions avec toi. On travaille pour moi. C'est pas pareil, là. Hein? Viens d'où? Te l'as Comment offert? elle vient d'où? Ouais, elle me l'a offert. T'as la facture ou pas? Non. Et tout, machin. Faites le ménage. Videz tout. Fouillez poche par poche. Parce qu'il y a vraiment rien. Vous avez fait une grosse erreur. On va faire le reste de la maison. Hein. Oui, bien sûr. Comment on fait Une perquisition, ça s'arrête pas à ta chambre. Mais bien sûr, la perquisition, ça s'arrête pas à ta chambre. Hein. La perquisition, c'est domicile. C'est quoi, c'est rien, laisse-le, il faut Reste là, assis-toi, reste là, assis-toi. Allez, viens, écoute, ne parle pas. Calme-toi. Ne sors pas ta chambre, reste là. Vous avez une facture pour l'ordinateur? Elle a une facture, vous inquiétez pas. Allez, sortez. Qu'est-ce que vous parlez avec elle? Sortez-moi la facture. Pendant la fouille, l'individu s'emporte et devient violent. Calme-toi. Calme-toi. Oh, mais t'as bu, tu dégages, tu pues l'alcool. Je les ai injectés. Aïe, aïe! Les policiers finissent par le maîtriser. Calme-toi. Tu t'es calmé ou pas? T'arrêtes pas de bouger. Tu restes très agressif. Ne bouge pas. Tu regardes, ça va? Tu bouges pas. Tant que tu seras pas calmé, on va pas te lever. D'accord? Vous me détachez, je ne bouge pas, chef. Calme-toi. Calme-toi. Reste comme ça, là, t'es tranquille. Mais pourquoi vous faites ça? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi vous venez faire ça? Sous l'effet de l'alcool, le suspect commence à divaguer. Tu crois que t'aurais été balancé? On va faire un kilo en rentrant. Balancer, On va faire un kilo en rentrant. Tu crois que t'aurais été balancé? Pourquoi balancer? Je sais pas, je te demande. Ah, je sais pas, moi, si je faisais quelque chose, je pourrais être balancé. Mais quand tu fais rien, je peux être balancé. Il y a deux choses différentes. Les billets verts, les billets violets, le talbert. Non, non, vous inquiétez pas. 6 000, 7 000, 10 000 le mois. Oui. Allez. Les policiers ne trouveront rien dans l'appartement. Avec eux. Merci beaucoup. Tant mieux. Allez, les gars. C'était pas dangereux, mais bon. Là, on va directement à l'évêché. On va placer en garde à vue le jeune homme.
Et commencer l'enquête. On peut la commencer là. Du moins la finir, parce qu'elle a déjà commencé. Finir. Les arracher de sac à main, c'est pas pour nous. Je mange pas de ce pain-là. Tant mieux. Quel pain tu manges? Ah, ça c'est un autre jeu, ça. Il faut rentrer dans l'autre jeu après. C'est plus pareil. Il allait se donner comme ça, le jeune. Et bien après, je travaille à la poste avec mon père. C'est amusant, non? À l'évêché, les enquêteurs lui font passer un contrôle d'alcoolémie qui va confirmer leurs premières impressions. Souffle. Tant que le téléphone arrêté. 1 gramme 20 dans le sang à 10 heures. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ça veut dire qu'il avait beaucoup plus il y a quelques heures. Hein. De retour dans les locaux du groupe Voie Publique, les policiers lui signifient sa garde à vue. Tu fais la GAV de lui? Ouais. Il n'y a pas de souci, je reste calme, vous êtes Oui, il était connu pour être petit. Ouais, non mais il est un peu fumé ce mec, on le savait un peu, donc c'est pour ça qu'on prend des précautions, mais il a voulu s'exciter, il a commencé à se débattre, à donner des coups, donc on est obligé d'employer la force strictement nécessaire pour le maîtriser, c'est pas lui qui mène la danse, c'est nous. Dans l'attente du procès, l'homme et son complice seront remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre restent mobilisées pour endiguer les trafiquants tout genre. Tu vois le gant bleu ciel, ça fait 2 fois qu'il fait un aller-retour. Messieurs, bonjour. Marchandise à déclarer à la douane? Oh putain! Voleurs à l'arraché, revendeurs d'or, les policiers sont sur tous les fronts. Allez, ça part. Tu reconnais ce scooter ou quoi? Tu n'as pas l'impression que tu es parti avec? Et ils se montrent impitoyables. C'est un contrôle, monsieur. Vous avez rien de particulier sur vous, monsieur? Videz vos poches ici. Ma chevalière, j'en étais tous les soirs là. J'ai regardé, elle y était. Tu vas aller me gâcher tout ça pour un collier? Ben là, vous êtes en train de la gâcher, votre vie, monsieur. On vient procéder à un contrôle de la bijouterie. Je vous informe que vous êtes donc placé en garde à vue. Marseille, c'est aussi le premier port français. Une porte ouverte sur le monde, mais aussi une plaque tournante pour tous les trafics. Chaque année, près de 2000 ferries en provenance du Maghreb et de la Corse accostent sur le port. Dans le viseur des douaniers, les membres d'équipage. Certains d'entre eux approvisionnent les marchés de Marseille en cigarettes de contrebande. Isabelle est agent des douanes. Accompagnée d'un collègue, elle nous montre leur manège. Ah tiens, tu vois le gant bleu ciel, ça fait 2 fois qu'il fait un aller-retour, lui. Et il est revenu avec des marchandises tout à l'heure, donc ici, c'est vraiment une monnaie d'échange. Trafic fourmi, c'est ça? Ouais. Il sort une cartouche et 2. Lui, là, il doit avoir 1 ou 2 cartouches. Ça, c'est des gars comme ça qu'il faut suivre. Et en fait, tout à l'heure, je l'ai vu revenir avec un sac de course. Cartouche par cartouche, ou plusieurs cartouches, 2 cartouches, mais jamais beaucoup, en fait, pour pas se faire attraper. Et ils stockent ça ou dans des hôtels ou dans des épiceries. Et en fait, ils sont payés et ça sert de monnaie d'échange souvent pour s'acheter à manger et ramener au bled. Voilà. C'est ce qu'on appelle le vrai travail de fourmi. Ouais, c'est du trafic de fourmis, ouais. Les marins ne sont pas les seuls à se livrer à ces petits trafics. Il y a aussi les passagers des bateaux. Johan est agent des douanes. Ce matin, il se rend au point de contrôle des véhicules en provenance du Maghreb. Donc là, on fait l'arrivée du Carthage. Un ferry, le Carthage, vient d'accoster en provenance de Tunisie. Bon, on va procéder par ciblage des véhicules. Et comment vous faites pour les cibler? Des petits critères personnels, on va dire. En fonction en fonction déjà d'une expérience et ensuite d'une approche de la personne au moment du contrôle. Qu'est-ce que vous trouvez en majorité? Alors là, c'est essentiellement des cigarettes et de la contrefaçon. Il y a un gros impact du port de Marseille sur le trafic de la région. Johan et son équipe vont contrôler plus de 150 véhicules. Valises, sacs, moteurs, banquettes, planchers, tout y passe. Messieurs, bonjour. Marchandises à déclarer à la douane? Non. Est-ce que vous transportez plus de 10 000 €, monsieur? 10 000 €? Oui, pour vous-même, la famille ou... Non? Johan vérifie le chargement de la camionnette. Il découvre plusieurs centaines de serviettes de bain. Il soupçonne une importation illégale.
destiné à la vente sur les marchés, ça. C'est pour les vendre sur les marchés. Non? Parce que là, c'est que du neuf, hein? Vous avez une facture pour toutes ces marchandises, là, ou pas? Ouais? Vous pouvez me la montrer? Merci. Le propriétaire est en règle, Johan le laisse partir. Alors vous allez sortir ça, me le mettre sur le banc là, hein? En contrôlant cette voiture, Agnès vient de mettre la main sur plusieurs cartouches de cigarettes et des contrefaçons. Quand je vous pose la question qu'avez-vous à déclarer, c'est les cigarettes qu'il faut me déclarer, monsieur. Eh oui, pas me dire rien, hein? Eh oui, ça c'est interdit, hein? Cigarettes, il m'en a dit 2 cartouches, il y en a beaucoup plus. Quand on dit 2 cartouches, c'est 2 cartouches de 10 normalement. Et là, c'est des 25. Si c'est des 1500, ça m'étonnerait. Ah si, et des... Vous voyez, il a mélangé le... Il a mélangé. Là aussi. Voilà, c'est une cartouche mélangée. Là aussi, c'est interdit, monsieur. Mais c'est pas pour moi, bien sûr que c'est pour vous. Mais c'est interdit, monsieur, ce sont des contrefaçons. Et ce n'est pas fini. Elle décide d'approfondir ses recherches. Ça continue, oui. Ouais. Chaussures et vêtements de contrefaçon, l'homme pensait faire de bonnes affaires, mais il va vite le regretter. Il va avoir une amende à payer. Ensuite de ça, elle va être mise en dépôt chez nous et ensuite détruite. Eh bien, on va voir combien ça va faire, combien il a sur lui et ce qu'il va devoir payer. S'il est récidiviste ou non, on va voir ça à l'intérieur. Attendez, hein. Alors, monsieur, donc là, ce sont les marchandises interdites. Madame, toujours, c'est... Non, mais... Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour tout mon frère, ça, c'est pour moi, ça. C'est pas les cigarettes, je prends. L'individu tente de faire plier Agnès, mais rien n'y fait. Elle reste inflexible. Oui, mais en France, c'est pareil, c'est du tabac. Tabac, c'est tabac qui soit manufacturé. Eh oui, mais c'est du tabac. Alors, je vous explique. Vous avez de l'argent sur vous? Alors, vous m'avez déclaré 2 cartouches de cigarettes. Je vous ai laissé. Là, il y en a 5. 1, 2. C'est pas moi qui fais... Ça, c'était prendre pour toi. Ça, c'est... Non, mais c'est pas la question que je vais prendre pour moi. C'est que si tu m'avais déclaré 5 cartouches, c'était différent. Oh putain. Bon, alors, tout ça, c'est interdit. Je vais te dire le montant de l'amende. Hein, voilà. Il est vos poches. L'argent qu'il a sur lui, voilà. Il aura 100 € d'amende. Je vais lui laisser ça pour remonter, puis s'il remonte à Metz, après il se débrouillera. Hein. Et là, c'est vraiment un minimum. Un minimum. Allez, signez-la. 100 € d'amende. L'homme s'en tire à bon compte. Il repartira les mains vides, la marchandise est confisquée. Sur ce bateau, les douaniers ont accumulé les prises. Bilan de la journée, plus d'une centaine de cartouches et des dizaines de contrefaçons. Le volume par semaine est assez important au niveau des saisies. Et donc, malheureusement, on ne saisit pas tout. Donc, on peut imaginer que le trafic est d'une ampleur assez importante. Ça, c'est la prise qui représente à peu près combien de temps, ça? Non, ça c'est sur une demi-journée, ça peut être sur un seul véhicule. Là, c'est sur un seul véhicule. Hein. Là, c'est attaché qu'à une seule affaire. Ici, on est sur de la contrefaçon, donc là, d'une marque bien connue. Ça rapporte, là, ce trafic de cigarettes en ordre de prix, c'est quoi? Tout simplement, donc, on peut dire jusqu'à 5 à 6 fois le prix par rapport auquel ils ont acheté là-bas, au prix de revente. Donc, ça peut devenir vraiment intéressant, vraiment juteux. Et ensuite, c'est destiné à la revente sur la Porte d'Aix, Noailles, etc. Et ça peut même repartir vers d'autres villes de France. 800 000 €, c'est la valeur du tabac de contrebande saisi à Marseille l'année dernière. Au final, toutes ces cigarettes seront détruites. Pour les autres, celles qui ont échappé à la vigilance des douaniers, elles seront revendues sur l'un des nombreux marchés parallèles de Marseille. Nous nous sommes rendus en caméra cachée sur l'un de ces marchés, celui de la Porte d'Aix, un endroit que tous les Marseillais connaissent. Combien la cartouche? 30 €. 30 €. C'est au milieu, l'angelo. Combien? 31 cartouches. Cartouche. L'angelo blanc 28, c'est au milieu 30. Ouais. C'est 32. 28 là. Les revendeurs n'hésitent pas à interpeller les clients pour écouler leurs marchandises. Des cartouches de cigarettes à moitié prix, 30 € en moyenne au lieu de 60 dans le commerce.
Combien? 20. 20. On va faire. 27. Ça va. 27, on va dire 27. Vous l'avez là? Attends, j'arrive loin. Le trafic est parfaitement organisé. Un vendeur, avec seulement quelques paquets sur lui, attire les clients. Juste à côté, un complice l'approvisionne en gros. Ouais, je vais la prendre. La pochette, un sac. Ouais, je vais la mettre dans mon sac. Attention, la police. Ah ouais, je la range. À Marseille, on estime qu'un quart de la consommation de tabac provient des cigarettes de contrebande. Mais sur ce marché, on ne trouve pas que des cigarettes. Ici, on peut également se procurer toutes sortes d'articles de contrefaçon, au détail ou en gros. Des articles qui seront ensuite revendus par les marchands à la sauvette qui pullulent à Marseille. C'est quoi la marque là? C'est ça? Montre-moi-le. Ouais. C'est la BAC qui lutte au quotidien contre ce trafic. Didier et ses hommes viennent de surprendre un revendeur en pleine activité. Il y a des marques là ou pas? Sûr, hein? Si je cherche, si je trouve au fond, hein? L'homme assure qu'il ne vend pas de contrefaçon, mais les policiers vont vite constater le contraire. Ah, ça commence, Adidas. Ah, Real Madrid. D'où vous le sortez, ça, monsieur? Vous avez une facture d'achat ou quoi que ce soit? Combien il y a le maillot? Combien il y a le maillot? 2. Attendez, j'ai pas fini. S Marshall aussi, c'est. Ouais, mais c'est en bois, ça, non, US Marshall? V2. Ah, il y a le OM maintenant, mais il est de côté, ceux de marque. Ils sortent d'où? Hein? C'est des contrefaçons ou c'est des vrais? C'est des vrais? Combien vous le vendez, ça, monsieur? C'est à 20 euros. 20 euros? Ah, c'est contraventionnel, ça. C'est une vente à la sauvette. Il n'y a que ça, là, qui c'est un pays encore. Hein. Je ne sais même pas s'il est vrai. Ouais, c'est parti. Bon, on ne t'embarque pas. Ouais. Hein? Par contre, on ne veut plus te voir, là. D'accord? Hein? Devant tout le monde et tout, on ne veut plus. Hein? Terminé. Hein? Tiens, prends ça. Allez, vas-y, sors. L'individu peut s'estimer heureux. Les hommes de la BAC le laissent repartir sans le verbaliser, faute de preuves suffisantes. On fait du social, ce soir. On fait du social. Évitez, hein, évitez quand même, hein, à la vue de tout le monde. C'est la première fois, je sais très bien que c'est la première fois, mais évitez. Hein. Ce soir, c'est sans suite, mais bon, évitez quand même. Hein. Vous avez vu comme elle est brave, hein? Lui, c'est plus un pauvre bougre qu'autre chose. Bien. Première fois qu'il est venu, et on passe par là, nous. Pas de chance. Mais tout le monde me connaissait, hein, le gars, tout le monde. Il le connaissait tous, il appelait par son prénom. Franck, policier à la BAC, se rend ce matin chez un couple de personnes âgées. Ils viennent d'être victimes d'un vol par ruse il y a quelques minutes à peine. Le bon vieux vol par ruse, quoi, l'ancien. Faux employés des eaux et 2 faux policiers. Le faux employé des eaux s'est introduit chez le couple. Puis, des faux policiers complices se sont présentés pour l'interpeller. Dans la confusion, les 3 individus ont dérobé une chevalière en or. Bonjour monsieur, bonjour madame. Alors cette fois, c'est des vrais services de police, hein? Je l'espère. Regardez. Oui, mais vous aussi. Ouais, je sais. Mais c'était la même, ça ressemblait à cette carte-là. Oui, monsieur, c'était la même. Parce qu'ils ont dit, vous avez affaire à un voleur. On vient, on l'arrête. Alors ils ont mis les menottes derrière et ils sont descendus comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme signalement? Monsieur, des hommes grands comme ce monsieur. Et costaud. Un costaud. Franck transmet leur signalement à un collègue resté dehors. Les 3 voleurs sont peut-être encore dans les parages. Quel type on avait? Européen, nord-africain? C'est pas un nord-africain. Pas du tout. Européen? Européen. D'accord. Européen. Européen. Relativement costaud. Quel âge on leur donnerait? Ouh, monsieur, les deux, là, peut-être une trentaine d'années. Voilà, trentaine d'années. Voyant ces hommes, j'ai été interloqué, ils voulaient absolument aller dans les chambres. Maintenant, on n'ouvrira plus quand on n'attendra personne. Voilà. Donc heureusement qu'il ne nous a pas ligoté. Le sentiment pour la Les personnes vulnérables sont une cible de choix pour des voleurs rusés, prêts à toutes les audaces pour quelques grammes d'or. Elle était posée où, la chevalière? Sur la table de nuit de ma femme, oui. Alors, la chambre de mon mari est là, moi je couche là. Et ma chevalière, je la mettais tous les soirs là. Immédiatement, j'ai regardé, elle datait du début où on s'est mariés, on a 65 ans de mariage. Mon mari a 90 ans, j'en ai 88. Vous comprenez? C'est terrible quand même, ces gens. Le signalement reste vague.
Bon courage, messieurs, dames. Faites attention à vous et déplacez-vous au commissariat du 8e pour le dépôt de plainte, d'accord? Oui, nous irons dans l'après-midi. Très bien. Franck, c'est loin, Franck? Non, je suis pas loin, là. De retour à son véhicule, le collègue de Franck le prévient qu'il vient de repérer 2 individus. Ils correspondent au signalement des voleurs. Il y a des mecs qui viennent de monter dans la voiture avec une mégane blanche avec marque dessus. Pas une minute à perdre. Les suspects viennent de partir en voiture. 3 individus, un faux employé des eaux et 2 individus se sont passés pour des policiers. Franck décide de procéder au contrôle des 2 individus. Il espère mettre la main sur le bijou dérobé. C'est un contrôle, monsieur. Les policiers fouillent les 2 personnes à la recherche des fausses cartes de police. Vous avez rien de particulier sur vous, monsieur? Je vais vérifier. Hein. Videz vos poches ici. Et vérifient leur emploi du temps. Vous avez rencontré un client là-bas? C'est-à-dire, comment je peux vérifier vos dires? Moi, si vous me dites que je suis allé voir un client, je vais aller voir le client, moi, hein, monsieur. Oui, Bertrand. Ouais, on a la voiture, là, on est en contrôle. Les gars me disent qu'il y a un chantier en ce moment, derrière le Mistigriff. Tu as ça là-bas sur place ou quoi? Au téléphone, le collègue de Franck confirme leur alibi. Fausse alerte. Et votre attitude a paru suspecte à un fonctionnaire qui était en place, en attente, au rond-point du Prado. Mais ça s'explique. Hein. Ça marche, messieurs. Au revoir, bonne journée. Ils tournaient, ils viraient, tu vois. Je les ai suivis, ils faisaient pas de course. Le manège nous paraissait suspect, non? Mais en fait, y a rien. Non, mais j'ai compris après. On estime que 3 kilos d'or, l'équivalent de 60 000 €, sont dérobés et revendus chaque mois à Marseille. La fièvre de l'or s'est emparée de la ville. Cette nouvelle ruée vers l'or, c'est au tribunal de Marseille qu'on la mesure au quotidien. Ici, pas un jour sans qu'un dossier de vol d'or ne soit traité. Un véritable fléau. Nous sommes à la permanence d'urgence du parquet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une composition pénale avec stage de citoyenneté. Florent Crouy est substitut du procureur. C'est lui qui donne une réponse judiciaire aux interpellations du jour. On peut avoir jusqu'à 5 à 10 vols à l'arrache de colliers par jour, avec de jeunes majeurs, mais surtout également des mineurs qui sont le plus souvent mis en cause dans ces procédures. Pour endiguer la recrudescence de ces vols, la justice est sans pitié pour ceux que l'on appelle les arracheurs. Là-dessus, on a une réponse et une politique pénale qui est empreinte de fermeté, avec des déferlements systématiques auteurs majeurs ou mineurs, parce qu'on estime que pour mettre un terme à cette délinquance de voie publique, il n'y a que l'emprisonnement, ne serait-ce qu'une courte peine d'emprisonnement, qui peut aussi dissuader ces jeunes de commettre ces délits. Pourtant, rien ne semble pouvoir arrêter cette délinquance encouragée par la flambée du prix de l'or. Et justement, ce matin, Florent Crouy répond à l'appel d'un enquêteur. Oui, bonjour, monsieur. Au vol de violence à la mairie du centre. Je vous appelle pour... Vol à l'arrache au départ, et je crois que ça s'est transformé après en violence et outrage. Hein. En violence, outrage et injure à caractère racial. D'accord. Alors c'est quoi qu'on essaie de lui voler à la victime? Ah ben, on n'a pas essayé, il lui aurait arraché son collier. Ah d'accord. Donc on n'est pas seulement sur une tentative, on est sur un vol alors. Ah oui, on est sur... Ah oui, non, l'arraché a eu lieu, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord, bon, je suppose qu'au moment où il s'est un peu emporté, il y a plusieurs fonctionnaires qui l'ont interpellé et qui l'ont maîtrisé au sol. Ah voilà, oui, donc là, mais il n'y a pas eu d'arrangement, quoi, je veux dire. Non, mais bon, surtout, il aura craché la figure, ça passe pas. Ok, est-ce que alors, il reconnaît... lui, voilà, c'est quoi sa position sur le fait? Alors, il reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés, sauf l'arrachage du collier. Ah oui, sauf le plus important et sauf qui nécessite au départ l'intervention des policiers. Voilà. Le magistrat décide d'entendre dès le lendemain l'auteur présumé du vol, avant qu'il ne soit jugé, en comparution immédiate. L'auteur de l'arrachage, c'est lui. Il a 19 ans. Récidiviste, il est actuellement en liberté conditionnelle. Avant d'être présenté au substitut du procureur, il est entendu par Farid, un membre des services sociaux du parquet. L'occasion pour l'individu de clamer son innocence. Vous êtes quelqu'un de vif dans la vie? Non, je suis quelqu'un de calme, de douce. Et là, je suis énervé parce qu'on ne m'a pas écouté, j'ai pété les plombs. Et là, je suis excédé, ça fait plus de 48 heures que je suis en garde à vue. Oh, je suis père de famille. Maintenant, voilà, je me retrouve dans la merde pour rien. Maintenant, l'outrage, je le reconnais, l'outrage, la rébellion, je me suis excité, je me suis énervé, ça c'est vrai. Mais voilà, suite à quoi? À une injustice, c'est tout. D'accord. Allez, merci. Au revoir.
Pour Farid, c'est l'avenir même de ce jeune qui va se jouer devant le tribunal. Il n'y a pas d'entre-deux. Il est ou relaxé ou condamné. On est face à un dilemme. Soit ce gamin, parce que c'est un gamin, il va pouvoir rebondir, soit à un moment donné, il va être à nouveau cassé. Monsieur les mains dans la bouche, je vous prie. Le mis en cause est présenté au substitut du procureur. À poil pour les baumettes. Il va lui notifier les charges retenues contre lui, avant son passage en comparution immédiate. Pour le jeune homme, c'est la dernière occasion de se faire entendre. Bonjour monsieur. Faut vous asseoir monsieur. Alors, je suis procureur de la République, je suis avec une auditrice de justice, c'est-à-dire une magistrate en formation qui va assister à l'entretien. Vous reconnaissez les violences, les outrages, les dégradations, et vous contestez l'infraction initiale, l'infraction qui a nécessité l'intervention des services de police, c'est-à-dire le vol avec violence. Alors dites-moi exactement ce qui s'est passé, monsieur. Je ne suis pas un voleur, je ne vais pas être accusé de ça. Je suis père de famille. Depuis que je suis sorti de prison, je vous jure, je fais tout. Je suis premier de ma classe. Mes patrons, ils sont... Je suis apprenti maçon, je suis premier de ma classe. Mes patrons, ils sont fiers de moi. J'ai réussi à récupérer mon enfant. J'ai une copine, on est en train de chercher un appartement. Je suis en train de tout bien me remettre. Ma copine travaille, est en train de tout bien restabiliser ma vie. Et je vais aller me gâcher tout ça pour un collier. Mais là, vous êtes en train de la gâcher, votre vie, monsieur, parce que si moi je suis votre position, que je ne partage pas et que vous n'êtes pas l'auteur de ce vol, reste qu'après, il y a des infractions qui ont été commises et que si vous êtes aussi brillant que vous le dites, je ne vois pas pourquoi vous avez outragé... Moi, j'ai senti l'injustice. Une fois que la victime elle est venue, elle me désigne en tant que voleur que c'est pas moi. Moi, je dis qu'elle vous a reconnu en confrontation et qu'elle vous a reconnu au moment où vous étiez sur les lieux des faits. Et c'est écrit qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'elle a dit, dans le rapport de police. Moi, je ne vois pas d'incohérence, monsieur. Je vois qu'elle vous reconnaît formellement. C'est tout ce que je vois. Voilà, monsieur, merci. Vous redescendez au Joal et puis on fera... Ça sera cet après-midi. Non, ce sera un autre procureur. Même s'il reconnaît les violences, le déni total du vol ne plaide pas en sa faveur. À l'issue de sa comparution, il sera condamné à la peine planchée. 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. À Marseille, 80% des vols avec violence concernent des arrachages de colliers. Au même moment, le procureur de la République, Jacques Dallest, a réuni l'ensemble des services de police, des douanes et de la gendarmerie. Bon, alors sur les faits marquants, le règlement de compte, on n'en a pas eu pendant près de 6 mois, puis il y a eu notre site. Ces réunions se tiennent 2 fois par mois. Elles sont l'occasion de faire un point sur les affaires judiciaires marquantes. Aujourd'hui, Jacques Dallest tient particulièrement à mettre l'accent sur le fléau du vol d'or. Il faut continuer les opérations contre les bijoutiers ou les officines d'achat d'or, parce que ça c'est... Ah, c'est une plaie. Il faudrait même qu'on arrive un jour à faire un petit dossier pour en faire passer en comparution immédiate pour recel. On a besoin de mettre hors d'état de nuire le maximum de ces voleurs à l'arraché et également de mener cette lutte en aval auprès des acheteurs. Ça, c'est un combat qu'il faut mener, que nous menons. Dans le collimateur du procureur, ces officines qui fleurissent à Marseille. Il s'en est ouvert une 50aine l'année dernière. Certaines n'hésitent pas à proposer le rachat de bijoux abîmés comme un clin d'œil aux arracheurs. Les consignes du procureur sont relayées sur le terrain. Patrick mène une enquête sur des commerçants peu regardants sur l'origine de l'or qu'ils rachètent. Ce matin, il se rend dans une bijouterie qui a pignon sur rue et qui recèlerait de leur volet. Là, nous allons procéder à un contrôle de la bijouterie qui se trouve dans le centre commercial des et remonter sur des recels de bijoux volés au sein de l'agglomération marseillaise. Et ultérieurement convoquer cet individu si on venait à découvrir et à constater des infractions. Pour mettre à jour d'éventuelles infractions, Patrick, accompagné des services de douane et des impôts, va éplucher le livre de police, la Bible des bijoutiers. À l'intérieur, doivent obligatoirement figurer toutes les transactions d'or et l'identité des vendeurs. Bonjour madame, service de police madame. On vient procéder à un contrôle de la bijouterie. Dans un premier temps, je vais juste vous demander le livre de police et vos pièces d'identité s'il vous plaît. Très vite, les policiers constatent des anomalies. Le registre n'est pas tenu correctement, il manque des caractères obligatoires qui ne permettent pas de retrouver les fournisseurs et les déposeurs d'or.
Il reste assez flou hein, sur leur déclaration de toute façon. La bijoutière est dans l'impossibilité de justifier la non-tenue du livre de police. Il n'y a pas de pièce d'identité du tout là. Non? Attendez. Est-ce qu'il y a... Certains ont des adresses, mais pas tous. Certains ont des prénoms, mais pas tous. Donc l'intérêt du registre, c'est qu'on le vérifie. Patrick découvre également que les commerçants ont acheté de l'or à des mineurs, ce qui est formellement interdit. Il cherche à en savoir plus. Est-ce que vous imaginez vos enfants aller vendre de l'or? Non. Alors, pourquoi cet enfant viendrait vendre de l'or? Vous pouvez simplement vous poser peut-être la question que peut-être ça provient, peut-être que lui ne l'a pas volé, mais peut-être que c'est quelqu'un qui lui a demandé d'aller le vendre. Peut-être. C'est envisageable. Bon, et bien à partir de là, vous n'avez pas à lui racheter l'or. Je conçois, vous êtes peut-être fatigué, mais on ne peut pas se justifier comme ça. Hein? C'est vrai. Voilà. Pour couronner le tout, le bijoutier est incapable d'estimer ses revenus. Vous savez ce que vous gagnez par mois, monsieur, quand même. Non, vous ne savez pas du tout. Ce qui est totalement... non. Plus précisément, il faut que je vois pour vous le dire. Ouais. Donc vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non. Vous ne connaissez pas vos revenus. Non, mais c'est ça, je vous pose la question. Livre de police non tenu, rachat d'or à des mineurs, revenus inconnus. Les enquêteurs ont la conviction que les bijoutiers sont hors la loi. Parce qu'il n'y a plus de comptabilité là. Il n'y a plus rien, elle fait ce qu'elle veut. Elle aimait pas les noms, Pour des gens qui tiennent une bijouterie, ils n'ont pas connaissance de leurs revenus, de leur activité. C'est très très flou. Hein. Tout est reporté sur leur comptable alors que je pense que... Et s'ils ouvrent la bijouterie le matin, c'est pour savoir un peu... Enfin, ils ont une idée de leur activité quand même. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Patrick. Il a convoqué la bijoutière pour qu'elle s'explique. Bonjour. Monsieur donc des violences urbaines. Bonjour madame. Il a progressé dans l'enquête et a fait de nombreuses découvertes. Aussitôt, il lui signifie sa mise en garde à vue. Asseyez-vous. Donc, dans un premier temps, je vous informe que vous êtes donc placé en garde à vue. D'accord ? Pour les faits suivants, pour les faits de recel, au sein de en tant que gérante de la bijouterie, mais également pour non-tenue du livre de police et non-comptabilité matière. La non-tenue du livre de police est passible de 6 mois de prison. Quant au recel, c'est 10 ans d'emprisonnement. En présence de l'avocate de la bijoutière, l'audition peut commencer. Sur une carte d'identité, il y a une date de naissance. Je n'ai pas regardé, j'étais pas vigilante. Patrick communique à la femme un témoignage capital qu'il a recueilli. Celui d'un jeune des cités, mineur, à qui elle aurait acheté des bijoux volés. Lui dit que dans cette bijouterie, il ne demandait pas de pièces d'identité et que c'était facile à revendre. Pour tout vous dire, certains jeunes auteurs de vol à l'arraché vont vendre dans cette bijouterie. Et je lui pose la question s'il retournait vendre de l'or dans cette bijouterie ultérieurement. Elle me dit oui, après en avril. Ils m'ont pas demandé de pièces d'identité, pas de question quant aux bijoux qu'ils étaient cassés. C'est bizarre. Et ils m'ont remis 380 €. Je lui demande si les bijoux étaient bien cassés ou abîmés. Il me dit oui, je me souviens même, c'est les fermoirs qui étaient arrachés. Alors ils peuvent être arrachés pour plusieurs raisons. Mais quand il y en a plus d'une, c'est lui qui dit. Mais il y en a beaucoup qui disent, hein, parce que le premier dans l'affaire de recel, il disait aussi. Lui, il dit. Et les deux autres, ils disent. Donc là, finalité, vous êtes en train donc de me dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. D'accord? Et maintenant, moi, je vais vous dire, la seule façon de le démontrer, ça serait votre livre de police. Mais en l'occurrence, là, je ne peux pas dire que vous avez raison, puisque votre livre de police, il est vierge. Patrick pense avoir mis en lumière les malversations de la bijoutière. Il espère bien décourager les arracheurs de colliers. Si cette information pouvait être donnée à l'ensemble des crapuleux qu'il peut y avoir dans le centre-ville de Marseille, à savoir que les bijoutiers ne rachètent plus l'or que s'il n'y a pas des éléments démontrant qu'elle appartienne bien à la personne, s'il n'y a pas de receleur, il n'y a pas de voleur. Laissée libre sous contrôle judiciaire, la bijoutière attend son procès. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Une délinquance qui explose. Des voyous de plus en plus jeunes. C'est là que le problème, c'est que même très jeunes, ils sont capables de tout faire, la connerie. Allez, ça part. Vous comprenez ce scooter ou quoi? T'as pas l'impression que tu es parti avec? Voilà, ils ont mis en donne de roue, ils seront placés en garde à vue. Sur le port, les enquêteurs découvrent des milliers de contrefaçons. Combien ça peut être vendu, ça? 5 €? Dans un instant, vous verrez que policiers et douaniers vont de surprise en surprise.
Nous sommes avec les hommes de la BAC, la brigade anticriminalité. Ils sillonnent le sud de la ville de Marseille. Ce matin, la radio annonce le vol à l'arraché d'un téléphone portable. L'auteur du vol, une adolescente d'une quinzaine d'années. Il s'agit d'une fille de 16 ans environ, la mise en cause. 1m65, corpulence mince. Le vol a eu lieu il y a longtemps de ça. Il y a plus d'un quart d'heure. L'arrachage a été commis il y a une vingtaine de minutes. Et pour les hommes de la BAC, il est peut-être déjà trop tard. Les victimes peuvent se plaindre auprès du 17, qui nous relaie l'information. Mais là, on a souvent un décalage, qu'on est en retard de 10 minutes, un quart d'heure, et à partir de là, c'est perdu, quoi. Mais Franck a une intuition. Il décide de se rendre dans un foyer de jeunes filles en difficulté, situé juste à côté du lieu de l'infraction. C'est peut-être l'endroit où s'est réfugiée la voleuse. Ouais, affirmatif, on va se rendre sur le foyer dans un premier temps. Hein. Ouais, juste là à gauche, ouais, c'est ça. Ouais. Bonjour madame, c'est les services de police. On intervient, on a eu un vol violence commis sur une jeune fille par une autre jeune fille âgée de 16 ans. Jean, débardeur bleu, les sourcils vraiment épilés, quoi. Non. Donc ça correspond pas du tout, quoi. Prévenu trop tard, cette fois-ci, les hommes de la BAC ne parviendront pas à retrouver la voleuse. Franck dirige l'équipe de la BAC. Mais avec ses hommes, il est surtout un spécialiste des vols à l'arraché. À Marseille, il s'en commet près de 10 000 par an, une trentaine par jour. Un véritable sport local, alors forcément, il est constamment sur la brèche. Ils peuvent souvent s'attaquer à des personnes donc pour un téléphone portable, un sac, un collier, voire un deux roues finalement, hein, et taper un deux roues, quoi. Pour lutter contre ce type de délinquance, véritable psychose pour les Marseillais, les hommes de la BAC n'ont qu'une alternative, le flagrant délit. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on choisit un secteur, on s'y pose, on y travaille, on essaie de repérer ces individus, et à partir de là, on les prend en filature. On les prend en filature, et puis on erre comme ils font, quoi, hein, finalement, sans se faire repérer. Et puis s'ils viennent à taper, ben, on est là au bon moment, quoi. Chaque jour, Franck et ses hommes pistent les profils qui leur paraissent suspects. Tout le tour, tu te mets en face, à la limite, qu'on essaie d'avoir une vue. Voir ce qu'ils font. Tu les vois là, tac. Ils sont là, là. Là, tu en as deux, là. Ils sont à la sortie du métro, tu vois. Regarde un peu à droite, un peu à gauche. Au loin, il vient justement de repérer deux adolescents. Ah, ils sont très jeunes, mais bon. C'est là que le problème, c'est que même très jeunes, ils sont capables de tout la faire, la connerie. Avec Laurent, son collègue, Franck se met aussitôt en chasse. La filature commence. Pour ne pas attirer l'attention, nous les accompagnons en caméra discrète. Ce qu'il faut, c'est avoir le meilleur visuel pour pas être trop près, pour pas se faire détroncher. Pas être trop loin pour voir s'ils tapent. Tiens un visuel, toi? Les policiers ont du mal à suivre les deux jeunes suspects. Sur leur garde, ils ne cessent de se retourner, de revenir sur leurs pas. Puis brusquement, ils se mettent à courir. Pour les hommes de la BAC, il s'agit de ne pas se faire repérer. Recule, moi j'ai le visuel. Ils abordent une femme, peut-être, attends, non? Il y a quelque chose qui les intéresse. Au bout d'une heure, les individus semblent avoir enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Ah, ils se sont mis en attente, ils sont magnifiques. Ils se sont mis en attente, donc je pense qu'ils ont trouvé ce qui les intéressait. Ils essayaient de démarrer un scooter, mais bon. Voilà, le black est monté dessus, fais voir. Je te lâche, hein, je te lâche. Allez, c'est parti. De l'autre côté de la route, ils tentent de démarrer un scooter. Pour les policiers, plus une seconde à perdre, c'est le moment d'intervenir. Pose ton téléphone. Retourne-toi, mec. Tu le reconnais, ce scooter ou quoi? Tu le reconnais pas? Tu n'as pas l'impression que tu es parti avec? Non? Le jeune voleur n'a pas eu le temps de s'enfuir. Franck vient de l'interpeller. Pendant ce temps, Laurent est à la poursuite de son complice. Non? Tu veux dire quoi? Que tu m'as mal? Oui. Non mais quoi? Mais où, mon collègue? Non mais ton collègue, t'inquiète. Ton collègue, on l'a déjà attrapé. Et il nous a déjà raconté sa version des faits, ton collègue. Donc ne t'inquiète pas, mec. C'est la tienne que j'attends. Tu sais quoi? C'est ce que tu vas commencer à me dire, là, qui va me permettre de te faire confiance ou pas. D'accord? Hein? C'est pas un gros larcin. C'est quoi? C'est un 50. C'est pas l'affaire du siècle. C'est un 50 ou pas? 125. 125? D'accord. Tu as bien compris? C'est pas un gros larcin. Ce qui est important, mec, quel âge tu as?
D'accord. Tu as bien compris ce qui est important? C'est que tu reconnaisses la vérité, parce que la vérité, on la connaît. Tu sais pourquoi on la connaît? Parce que mec, ça fait 2 heures qu'on te suit. Donc, ah, tu as vu? Bon, tu vas me dire que tu as bu et tu le voles. Non, ne me dis pas ça, ça je te crois pas. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Tu l'as bien compris, ça? C'est juste ça à décrocher, en fait. Ouais. Tu décroches ça, tu as juste le bloc volant cassé, mais il n'est pas très résistant. Tu démarres. Mais il nous a raconté déjà, t'inquiète pas, hein, mec. Attends, ne commence pas à me dire que c'est pas toi, parce que c'est lui, vous êtes ensemble, hein. On est d'accord, hein. C'est pareil pour moi. À 14 ans, l'ado à la casquette est déjà connu des services de police. Il y a quelques mois, il a été arrêté pour trafic de stupéfiants. Je pense qu'ils seront placés en garde à vue, hein, puisqu'il y a un vol en réunion. Donc un vol en réunion d'un de roues, ils seront placés en garde à vue. Et puis à l'issue, ensuite, on verra ce qu'il adviendra d'eux. de se commettre 10 rue Antoine Maurras, sur le 16e arrondissement, un carjacking. À Marseille, pas de répit pour la police. Au même moment, la radio annonce qu'une personne vient de se faire braquer son véhicule. C'est une autre équipe de la BAC qui s'en chargera. C'est mécano ou quoi? Allez les jeunes. Attends-nous. Allez, c'est là que tout se décide. Arrivés au commissariat, les deux jeunes voleurs de scooter engagent la discussion avec Franck. Ils ne réalisent pas la gravité de leurs actes. C'est pas un vol, c'est un vol, mais pas tout à fait. Pour s'amuser, d'accord. Vous vouliez qu'un Dax, absolument. C'est ça? Hein? C'est ça? Ne vous inquiétez pas, ils prennent ça à la rigolade. Donc finalement, on en fait de même. Hein. Nous, on est là, on les interpelle, on récupère un bien, on le rend à la victime. Apparemment, de toute façon, en bon état. Hein. Donc nous, finalement, c'est ce qu'on cherche à faire. Quoi. Ils n'ont pas conscience de ce qu'il leur arrive? Non, ils n'ont pas conscience, ou je crois qu'ils s'en foutent finalement. Hein. Je crois que l'un d'entre eux est récidiviste. Non, ils n'en ont pas conscience. Ou en tout cas, ils ont conscience de leur âge. Ils connaissent la machine judiciaire. Et ils savent qu'en l'état, ils n'ont pas grand-chose à craindre de toute manière. Là, ils seront vraisemblablement relâchés. Hein. Je pense que ce soir, ils seront chez eux. 1 heure plus tard, ils seront effectivement relâchés. À Marseille, plus de la moitié des vols sur la voie publique est l'œuvre des mineurs. Un phénomène qui ne fait que s'amplifier. Retour sur le port, avec les services de la douane. C'est là que sont réalisées les plus grosses prises. Chaque année, près d'1 million de conteneurs transitent ici. Nicolas Masson dirige les brigades des douanes du port et aujourd'hui, il supervise le contrôle d'une cargaison qui lui semble suspecte. Normalement, on devrait avoir de l'outillage usagé, pas mal de pièces de machinerie. Mais bon, l'envoi est intéressant parce que la provenance est une provenance Maghreb qui parfois peut révéler quelques surprises. Et d'autre part, l'importateur, c'est une première importation qu'il opère. Donc sur un premier trafic, comme on connaît assez bien le trafic qui passe par ici, on aime bien voir véritablement si ce qui est déclaré correspond à la réalité. Dès l'ouverture, les douaniers comprennent que le contrôle va être compliqué. L'intérieur des conteneurs est difficile d'accès. Le chien ne peut pas détecter la présence de drogue. Là, il n'a pas marqué du tout, de toute façon, sur celui-là, quand il est rentré. Non, mais absolument pas. Non, mais là, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et avec le temps qu'on a, là, normalement, ça pourrait dégager une odeur jusqu'ici ou pas spécialement? S'il y avait des kilos, ouais, forcément, voilà. qui le prendraient, forcément. Bon, déjà, on n'est pas dans cette configuration-là, quoi. Non. Bon, ok. Là, le souci, c'est qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans le déchargement pour aller vérifier ce qu'il y a véritablement à l'intérieur. Bon, de toute évidence, s'il y avait une très grosse quantité de stupéfiants, parce que c'est essentiellement ça qu'on cherche sur ces deux conteneurs, le chien aurait probablement marqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il fait très chaud, ça a voyagé longtemps, donc l'odeur dégagerait quand même assez largement. A priori, rien d'illégal, mais les douaniers n'ont pas dit leur dernier mot. À l'aide d'une caméra miniature, ils poursuivent l'inspection. Finalement, ils ne trouveront rien. La marchandise sera expédiée dans la journée à son destinataire. À quelques mètres de là, dans cet entrepôt, les douaniers ont un peu plus de chance. Ils ont isolé 2 conteneurs en provenance de Syrie. À l'intérieur, plusieurs milliers de vêtements de contrefaçon. Ils savent qu'il va leur falloir plusieurs jours pour effectuer l'inventaire de la marchandise saisie. Ouais, ça a l'air d'être un carton le carton là, entier, donc on commence par le vider, trier pour voir si au milieu... Voilà, on ne sait jamais s'il n'y a pas de choses, bien sûr. Voilà,
Patrick Anthony supervise l'opération de comptage. Pièce par pièce, son équipe vérifie le caractère contrefait de chaque article. Là, en fait, il n'y a pas de contrefaçon particulière, il n'y a même rien du tout. Sauf que... Surprise. Et monsieur Doyen, venez voir. Là, vous avez Popeye. Oui. Et si vous regardez devant, il n'y a rien. Et si vous regardez les boutons, regardez ce qui est écrit sur les boutons. Oui, Burberry. Burberry. Oui, non, mais là, oui, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Il y avait Dolce Gabbana là, un bouton Dolce Gabbana, Burberry, Louis Vuitton, et à la fin, c'était autre chose. Voilà, donc là, il y a Burberry et Popeye. Donc bah, c'est vraiment... c'est un peu fait... C'est fait comme ça vient, quoi. Oui, oui, absolument. Un travail fastidieux, mais essentiel pour permettre aux marques copiées d'engager les poursuites judiciaires. D'abord, dans un premier temps, il va falloir que les marques nous confirment que ce sont même des contrefaçons. À première vue, on n'a quasiment aucun doute, mais on ne peut pas travailler sans avoir l'accord préalable des marques pour relever l'infraction de contrefaçon. Donc, pour l'instant, elle va être retenue dans l'attente de la réponse des marques. Nous avons 10 jours pour obtenir la réponse des marques. À l'issue de ces 10 jours, quand toutes les marques auront confirmé le caractère contrefaisant des marchandises, elles seront saisies par service des douanes. Il y aura, je suppose, des poursuites judiciaires. À défaut, elles seront confisquées au profit de l'administration et ensuite détruites. Au total, les douaniers ont intercepté 5000 vêtements pour enfants. Un peu plus tard, ils découvrent une centaine de sacs de marques de luxe. Bon, c'est quand même une copie, hein, parce que bon, ce modèle, il existe chez Chanel. Je sais pas combien ça peut être vendu, ça, 5 €. L'année dernière, 400 000 articles contrefaits ont été saisis sur le port de Marseille. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC.